Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans le podcast Ah oui d'accord, le podcast pour une écoute active et enrichissante. Bienvenue dans ce deuxième épisode qui est la deuxième partie de mon échange avec Nora et Louise. Avant de commencer, je vous invite à écouter le podcast Soupe Miso en collaboration avec Nous Tout Trône et co-animé par Nora. Vous y retrouverez des épisodes très intéressants et très complets sur le sexisme et les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, nous aborderons différents sujets. Nous parlerons de féminicide, nous allons tenter de répondre à des questions comme « Est-ce que le combat est-il assez politisé et que pouvons-nous faire pour changer les mentalités ?» Merci d'écouter Ah oui d'accord et n'hésitez pas à réagir à cet échange via les réseaux sociaux. Bonne écoute! Si on regarde la définition simple, ça désigne le meurtre d'une femme du fait qu'elle est une femme. Le rapport du Haut Conseil à l'égalité rajoute, selon le baromètre sexisme 2023, si 90% de la population française connaît ce terme, encore 20% ne voit pas de quoi il s'agit. Voilà. Comment c'est possible de ne pas savoir de quoi il s'agit ? Je ne sais pas. En fait, c'est pas comme dans l'écriture inclusive où on féminise un mot, c'est pas auteur-autrice, c'est juste féminicide, en fait, ça désigne autre chose. Ouais. Homicide, c'est quelqu'un qui meurt, non, homicide, c'est quelqu'un qui est tué, pardon. Mais là, féminicide, c'est en raison de son genre. Oui, Si ouais. une femme est poignardée par une personne dans la rue pour pour un règlement de compte qui n'est pas lié à son genre, c'est un homicide, c'est pas un féminicide. D'accord. Ça, là, Ok. c'est le truc, quoi. Et donc, une fois qu'on a cette définition, nous, on en a compté 134 pour l'année 2023. Depuis le début 2024, Le 28. voilà, j'avais mis 27. Oui, mais en fait, il y en a eu un tout à l'heure. Je l'ai vu. Super. Donc, je rappelle que là, on enregistre, on est le 23 février. Donc, Et puis, c'est ceux qu'on a décomptés. Il y a toujours un décalage entre le moment où ça arrive et le Bien moment sûr. où... ça donne qu'en moyenne, une femme est tuée tous les 2 jours et demi, quoi, en France. Sous les coups de compagnons, ex-compagnons, père, frère, voilà. Ou inconnus. Mais c'est souvent des gens qu'elle connaît. Du coup, sur la différence de comptage, donc nous, au sein de nous toutes, on prend en compte ce qu'on appelle les suicides forcés. Ce que le gouvernement ne comptabilise pas comme des féminicides parce que c'est D'accord. considéré par la loi française comme des, et je cite, mais des énormes guillemets, parce que je suis pas du tout d'accord, des circonstances aggravantes du harcèlement. D'accord. Voilà. Puis c'est un peu plus compliqué que ça. Parce qu'en Ouais. fait, le décompte de féminicide, donc, il est fait par une interorga IOF, donc interorga féminicide, ça s'appelle, qui regroupe, je crois, 5 ou 6 collectifs, dont nous toutes. Alors qu'avant, c'était fait par une structure qui s'appelait Féminicide Par. Et ça décomptait au départ que les féminicides faits par conjoint ou ex-conjoint. Et je crois que le gouvernement, c'est aussi le cas qui Mais décompte c'est ça, oui. Ouais. les féminicides par conjoint ou ex-conjoint, ce qui n'est pas le cas du décompte fait par l'interorga qui s'occupe du décompte des féminicides, parce qu'on prend aussi en compte donc la question du suicide forcé que tu soulevais, Louise, et encore que c'est très mal visibilisé, malheureusement, mais on prend aussi en compte les femmes trans qui sont assassinées en raison de leur genre. Et l'État le prend pas en compte, ça, par exemple ? Non, je ne crois pas. Ouais, ça, s'il y a un vrai changement administratif, etc. D'accord. Et aussi les travailleuses du sexe, Ok. quand elles se font assassiner dans le cadre d'un féminicide, quoi. Voilà. Ce qui n'est pas non plus le cas du gouvernement, en fait. Donc, c'est aussi que notre définition du féminicide est différente de celle du D'accord. gouvernement. Et l'écart, du coup, il se fait de combien ? C'est 123 que vous avez défini pour l'année 2023 et pour l'État ? Nous, c'était 134. Et pour 134, l'État, pardon. justement, je crois que c'était 123. Ah, l'écart était pas plus haut que ça. Pour moi, l'écart était... Je crois que c'est plus haut. 94, l'État. Ah ouais? Ouais, pour moi, l'écart était... Honnêtement, je Ah oui, moi non plus, capable de j'étais dire. outrée. J'ai mais, pas- Voilà. J'ai gardé en tête notre chiffre. Mais, oui. de toute façon, il y a un écart qui est énorme. Je sais pas si vont minimiser, c'est juste que leur comptage est différent. Parce que pour le gouvernement, laissez-moi croire que c'est pas mal intentionné, s'il vous plaît, qui sont juste à côté de la plaque. Très bien. Laissez-moi y croire, s'il vous plaît. Mais en fait, c'est juste que, ils considèrent pas que c'est des féminicides pour eux. Parce que, ils se rendent pas compte que beaucoup de gens meurent en raison de leur genre et que c'est pas une bonne chose. Et du coup, pour eux, c'est pas un féminicide parce que
parce que je pense qu'ils se rendent pas compte en fait des violences que c'est et de en fait juste tu meurs parce que t'es une femme et tu te fais assassiner dans la rue parce que non c'est souvent les agresseurs, c'est quand même des personnes qu'on connaît. C'est vrai qu'on en a pas parlé tout à l'heure, on aurait pu en parler, mais globalement quand même les agresseurs sont des personnes qu'on connaît ou proches d'un cercle, quoi. C'est pas un inconnu dans la rue, ça c'est un peu un mythe. Donc 91% des cas de violences sexuelles, les femmes connaissent leur agresseur. Le sujet suivant. Ah bah voilà. 91% connaissent leur agresseur. Donc du coup, il y a ce truc-là de bah finalement... Ouais, je sais pas si c'est de la minimisation consciente ou c'est juste qu'ils sont à côté de la plaque et qu'ils se rendent pas compte en fait. Bon, dans les deux cas, c'est problématique. Dans les deux cas, c'est problématique et on est là pour essayer de faire... de changer la balance. Disons. Mais du coup, tu disais 91% des cas de violences sexuelles, les femmes connaissent leur agresseur. Peut-être un autre chiffre sur les victimes de violences au sein du couple. Chaque année, c'est 213 000 personnes. Ouais. Ça donne une idée. 80% des plaintes pour violences conjugales transmises au parquet sont classées sans suite. 94 000 viols ou tentatives de viol sont dénombrés par an et seulement 0,6% des viols sont condamnés. En pensant que parmi les viols qui sont dénoncés, dont il y a les plaintes, il y a aussi tout ce qu'on appelle les fausses accusations. Donc, ce qu'on appelle les fausses accusations, ça va être donc quand c'est classé sans suite. Classé sans suite ne veut pas dire innocent, déjà. Oui. Ça, c'est important. Et il y a aussi celles qui retirent leur plainte. Par pression. Puis porter plainte, c'est quand même pas évident, donc qui retirent leur plainte et tout. Donc ça, on appelle ça, on dit que c'est une fausse accusation quand quelqu'un retire sa plainte. D'accord. Donc en plus, sur la condamnation des viols aussi, parce que ça peut être des délais trop longs et c'est trop compliqué à gérer aussi éventuellement. Donc seulement, quand on arrive à seulement 0,6% des viols qui sont condamnés, ça en parlait d'impunité tout à l'heure. Oui, ouais, et puis c'est 0,6% des viols, mais de ceux qui sont dénoncés. Une question que j'avais bien aimé que tu avais mise. T'avais mis un extrait du rapport. Ah oui. Je voulais qu'on réagisse à une phrase du Haut Conseil de l'égalité. Le sexisme, on ne sait pas toujours comment ça commence, mais on sait comment ça se termine. En fait, déjà, moi, je pense qu'on sait complètement comment ça commence. Les violences sexistes et sexuelles et le sexisme et la discrimination, c'est l'éducation. Voilà, j'ai fini. Drop the mic. C'est la question de l'éducation, puisqu'on sait qu'il y a 2 heures obligatoires par an par élève sur l'éducation sexuelle à l'école, par exemple. Et l'éducation sexuelle ne veut pas dire apprendre aux élèves à faire du sexe, ça veut dire sensibiliser sur le consentement, sur la protection, c'est une chose, mais ça, tu l'apprends de toute façon au cours des SVT, mais sur le consentement, les discriminations, les stéréotypes, etc. Et ça, on sait que ces séances-là, elles sont pas faites. Il y a toute une étude qui a été faite par nous toutes là-dessus, justement. Mais ça commence parce que on parlait de l'impunité, mais c'est aussi toute la société qui nous formatise à ça et qui permet à ces messieurs d'être comme ça, en fait, et d'exister comme ça, et de toutes les discriminations qui sont dans le quotidien, dans les entreprises. On parlait, par exemple, que statistiquement, c'est quand même les femmes qui font le ménage. En fait, alors il y a ce fameux rapport dont tu parlais, index qui permet peut-être d'améliorer les choses, mais quand même, au départ, faut l'égalité, la parité. La parité, mais la parité, c'est pas l'égalité non plus. Avoir la parité dans une instance, c'est pas l'égalité de c'est pas du tout la même chose, etc. Donc c'est quand même pas la même chose, et c'est le cas dans une entreprise. Et puis les stéréotypes de genre à l'école, de comment on catégorise à l'école, ça commence là, de comment à l'école, et ça c'est parce qu'on a appris ça et qu'on apprend ça, etc. Mais comment l'éducation qu'on donne à l'école, elle permet ça, de comment on discrimine les enfants. Il faut savoir que
c'est pas notre sujet chez nous toutes, mais c'est le sujet du collectif Infantis, les violences faites aux enfants et de comment eux aussi sont victimes de discrimination et de violence. Et je vous conseille de vous renseigner un peu et de... C'est hyper intéressant aussi comment ils sont... C'est un sujet qui est prévu. Super. Comment les violences de genre découlent aussi sur les enfants et donc de l'école et de toute la société qui est mise en place pour des hommes. Tout à fait. Exemple con, mais la ceinture de sécurité en voiture. En fait, statistiquement, la ceinture de sécurité en voiture protège moins les femmes que les hommes puisque c'est toujours testé sur des mannequins masculins. Donc de corpulence moyenne, masculine, etc. Donc en fait, ça veut dire que dès que tu rentres pas dans la norme de toute façon de corpulence moyenne, masculine, etc., t'es en dehors de la norme. T'es en dehors de la norme, donc c'est le cas des personnes trop maigres ou trop grosses. T'es pas dans la norme, donc t'es beaucoup plus en danger. Mais en fait, toute la société, elle est faite par des hommes, déjà. Pour des hommes. Par et pour, ouais. Et d'ailleurs, au Sénat, ils ont voté la non-mise en place du congé menstruel pour les femmes. Ça, c'est une discrimination qui fait que le sexisme commence là. D'où ça vient, effectivement, l'éducation et surtout un apprentissage aussi de l'autre, en fait. On parle des enfants, on les met beaucoup en compétition les uns avec les autres, et ça, je pense que c'est un avis personnel, mais après, c'est une grosse base de tous ces problèmes-là. Moi, je remonte même, je suis tout à fait d'accord avec évidemment tout ce qu'a dit Nora, mais je trouve que ça commence même au moment de la grossesse, en fait. La manière dont on va traiter la femme qui est enceinte, il y a cette objectivisation de la mère qui devient un objet public. En fait, on va oser les toucher, on va oser de quel droit? Pour moi, ça commence dès le début, en fait. Même les cadeaux qu'on va faire quand il va y avoir un petit bébé garçon, un petit bébé fille qui va naître, c'est déjà là, en fait. Les jouets genrés. Les jouets genrés, la manière d'éduquer les enfants, et ça passe par les jouets, mais ça passe par tout un tas de choses que les parents vont dire, ou que le cercle familial, ou le cercle, évidemment, d'éducation à l'école, etc. À tout niveau, en fait, on a un sexisme qui est banalisé. Et même nous, c'est ce que j'allais dire. Non, mais tout le monde, de toute façon, je pense qu'on peut pas être... En fait, tu peux pas déconstruire des années d'éducation de toi et de la mémoire antérieure, aussi de la naissance, etc. Et c'est pour ça que c'est important d'alerter et d'en parler. Après, il y a des conflits de génération aussi. Je pense que parfois, c'est difficile de faire entendre certaines idées sur lesquelles... comme ça, et ma femme, elle était trop heureuse avec ta grand-mère, elle a jamais rien dit. Voilà, exactement. Mais ça, c'est des choses qu'on peut entendre, effectivement. Bien sûr. Comment on peut faire pour sensibiliser des personnes qui sont complètement fermées à l'idée ou qui sont pas complètement fermées, mais voilà, qui ne voient pas l'utilité? Moi, un truc très simple, juste parler aux femmes de son entourage et on se rend compte que ouvrir des faux groupes de parole, quoi, tu veux dire? Ouais, ça peut paraître bizarre de se dire je vais parler à quelqu'un que je connais pas de ce sujet, commencer par des gens proches, dire est-ce que tu as vécu des choses comme ça, est-ce que tu veux m'en parler, parce qu'on peut pas forcer les gens à partager des choses qu'ils veulent pas partager. Tu peux parler de sexisme, il y a quand même des choses plus légères dans le sexisme que d'autres. Mais tu vois, il y a plein de sujets, mais par exemple le harcèlement de rue, moi je n'ai pas une seule de mes copines qui n'en a jamais vécu. Et à tel point que on s'en parle pas forcément parce qu'on sait c'est que ça devient un non-sujet tellement c'est commun en fait. Oui, mais il y a aussi des sujets dont on parle pas parce que c'est trop intime, on sait pas comment ça va être reçu. Bien sûr. Et ça, c'est autre chose. C'est encore une autre problématique. Mais si on prend l'exemple du harcèlement de rue, je pense que c'est intéressant pour des personnes qui sont pas forcément concernées, donc on va parler des hommes cis à qui ça arrive quand même moins, de le voir et puis je sais pas, parler à vos copines, vos sœurs, vos mères, n'importe qui, mais juste se rendre compte que il y a très peu de gens à qui ça n'est pas arrivé, quoi. Et c'est ça qui est dramatique, je trouve. Mais ça demande à la personne de déjà démarche. faire la démarche. C'est vrai. Mais dans l'aspect où la personne elle est réfractaire, je veux dire. Est-ce qu'elle se renseignera de toute façon? Oui, au final, en fait, quelqu'un de réfractaire. Moi, dans ma déconstruction et dans mon militantisme, je suis passée un peu par plusieurs étapes. La question de la colère, de la passivité, etc. Je crois qu'aujourd'hui, elle va trouver un peu un entre-deux selon les gens et les combats. Il y a des combats qu'on peut pas mener. Ma grand-mère, voilà.
Pour autant, j'ai essayé, et en fait, il y a aussi des choses un peu plus en douceur à faire d'offrir un livre. Ça dépend du degré des gens. D'accord. Et en fait, il y a des livres aujourd'hui qui sont très faciles à lire, il y a des BD, des romans graphiques qui parlent un peu de sexisme, mais pas trop. Et c'est aussi ça. Et c'est aussi juste... par exemple, je parle de lecture parce que c'est un truc qui est assez facile, mais ça concerne du coup que les gens qui lisent, et c'est pas tout le monde. Donc. Mais il y a aussi juste offrir un livre qui n'est pas qui a 0,11 de problématisme dedans, qui a pas des personnages stéréotypés, qui a pas de trucs discriminatoires et tout. Et finalement, on voit plein de films et plein de livres où il y a quand même toujours un personnage qui est plus ou moins stéréotypé. Donc offrir un livre qui parle pas des questions de sexisme, de violence ou de discrimination, mais juste où tout est clean dedans. Comment sensibiliser les gens, c'est un peu ça. Moi, j'ai beaucoup été dans l'agressivité et ça fait du bien, mais je trouve que c'est pas efficace. Et en même temps, aujourd'hui, j'ai très envie d'être agressive avec les gens et d'être beaucoup plus dans la violence. Et ça, c'est vraiment perso. C'est pas du tout le mood de nous deux. C'est pas du tout un collectif violent en plus. Mais en tout cas, moi, des fois, j'ai envie de ça, de plus d'énervement et des trucs. Mais en vrai, je suis pas sûre que ce soit le plus efficace. Enfin, d'ailleurs, je suis pas sûre. En tout cas, de ce que j'ai essayé avec des gens plus proches, d'être dans la violence avec les gens, ça sert à rien. Ouais. Vaut mieux des fois, je disais, il y a des combats qu'on peut pas mener. Mais ça, je pense qu'effectivement, c'est quand même un truc à se dire parfois. Il y a faut quelqu'un se qui dire. est vraiment complètement fermé et borné. On n'arrivera pas à faire changer ces personnes-là, et c'est pas grave, notre énergie, il faut la mettre ailleurs. Après, moi, si je peux donner un conseil, l'énergie, il faut la mettre sur vos enfants, vos nièces, vos neveux. Tout à fait. Là, je suis d'accord à 100%. Je crois que moi, à titre, je n'ai pas d'enfant, j'ai une nièce à qui j'offre des livres inclusifs qui parlent pas forcément de sexisme ou quoi, parce que quand même, il paraît que je suis la tata zéro femme, mais c'est pas vrai. Mais de lui offrir des livres inclusifs, donc c'est-à-dire quand elle lit des trucs où les personnages il y a des personnes de couleur, elle a une poupée de couleur et tout. C'est bête, hein, mais en fait, moi, j'ai jamais eu de poupée de couleur. Oui, c'est clair que ça, c'est assez récent, en tout cas dans notre jeunesse, il y avait et pas. puis du coup, en faisant des enfants féministes, soit ça fera des parents féministes, soit c'est pas grave, la nouvelle génération elle sera cool. Et féministe ne veut pas dire militant, pour moi, c'est une vraie différence là-dessus. J'avais une question. Est-ce que tout ce dont on parle là, ce soir, est-ce que tout ça est assez politisé ? Non, mais ça m'a vraiment interrogé cette question, on en a parlé un petit peu avant. En fait, moi je trouve que non, parce que comme ça bouge pas, je trouve que c'est pas assez politisé. Aujourd'hui, on parle quand même de plus en plus des violences sexistes et sexuelles. Pour autant, la réponse politique, et je parle de la politique au sens de l'État, je parle pas parce que c'est forcément un sujet politique, mais la réponse de l'État, elle est insuffisante. Et d'ailleurs, le débat est pas toujours au centre, le sujet est pas au centre des débats et des réponses, les réponses attendues. On a le président qui a, pour ne pas le citer, qui a soutenu Gérard Depardieu quand même, alors qu'il y a énormément de violence, d'accusations. Puis il y a des faits avérés en voyant les vidéos, quoi. Oui, en plus, même sans ça, il faut qu'on croie les victimes, quoi. Donc il y a ça, et puis la réponse politique, elle est insuffisante. On nous a promis au premier quinquennat de Macron 1 milliard pour les violences conjugales. Ils sont où les 1 milliard pour les violences conjugales ? Et il y a un décompte de féminicide qui existe depuis le début du quinquennat de Macron qui est énorme. Alors le truc, c'est qu'on n'a pas beaucoup de comparatifs, mais ça change pas que ça n'évolue pas, et donc la réponse politique, elle est pas là. Et dans les débats politiques, elle est là pour certaines personnalités politiques, beaucoup de femmes, en vrai, beaucoup de femmes de gauche aussi. Et en fait, elle devrait être sur toutes les bouches, et surtout dans tous les débats, il faut qu'elle soit là, et c'est pas le cas. Et d'ailleurs, malheureusement, les personnes qui en parlent, c'est quand même pas celles qu'on entend le plus, c'est pas celles qui sont le plus haut placées au gouvernement. Et puis on a plein d'exemples. On a aussi des groupes qui parlent justement des violences, des groupes politiques qui parlent des violences sexuelles,
qui réintègre Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale. C'est pas ok, quoi. Enfin, c'est pour moi une réponse politique qui fait que c'est pas suffisant et que le sujet n'est pas assez politisé. Vos démarches, vous par exemple avec nous tous ou les autres collectifs, est-ce qu'il y a des actions plus politiques qui peuvent être mises en place? Je pense par exemple là à la grève qui va avoir lieu le 8 mars. Ça c'est une action qui est purement politique dans le sens où c'est un symbole en fait de faire grève pour demander quelque chose. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu de cette grève? La question de la grève du 8 mars, en fait, c'est la grève, c'est politique et que c'est quand même une force qui existe et qu'on a encore le droit, donc profitons-en. La grève le 8 mars, donc une marche journée de lutte pour les droits des femmes et des minorités de genre. C'est un symbole un peu fort de faire grève ce jour-là parce qu'en fait, sans les femmes, le monde s'arrête. Parce que faire grève, c'est une chose. Faire grève dans son entreprise, c'est une chose. Mais faire grève de tout, c'en est une autre. Il y a en Finlande, je crois, ça vient du documentaire We Are Coming, où en Finlande, elles ont fait grève 2 jours et demi. Et elles ont eu tout ce qu'elles voulaient. Pourquoi ? Parce que les femmes qui font grève, c'est la grève des enfants, c'est la grève, donc déjà c'est tous les métiers précaires, mais tous les métiers du soin à la personne, donc toutes les garderies, toutes les crèches, les professeurs des écoles, etc. Donc les darons là, ils ont dû aller au travail avec leurs gamins. Ils ont pas pu travailler correctement, parce que du coup, tu peux pas travailler correctement avec un enfant, etc. Et donc la grève, c'est un message politique qui est très fort. Pour autant, c'est important que les hommes aussi soutiennent cette grève et fassent grève aussi le 8 mars parce que c'est comme ça qu'on aura de la visibilité. Malheureusement, la grève, c'est aussi une place politique une place qui peut pas être donnée à tout le monde parce qu'il faut avoir les moyens de faire grève, quoi. Ça, c'est pour moi un des trucs vraiment politiques qui nous met dans une démarche. Ouais, voilà, dans une action et une démarche politique, quoi. Sinon, nous toutes n'est pas partisan. C'est politique en soi parce que c'est politique. C'est un sujet qui est politique, mais n'est pas partisan. Oui. On ne soutient pas de parti politique, on ne soutient pas de personnes politiques, etc. Okay. On est politique, mais pas partisan. C'est important de le rappeler quand même. Tu veux ajouter quelque chose ou pas? Bah non, écoute, c'était bien complet. Merci Nora. Merci Nora. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le futur pour sensibiliser encore plus et faire bouger les choses? Eh bien, moi j'ai trouvé que la conclusion du rapport annuel, je suis désolée, de HCE. Mais en même temps, c'est une source qui est super. C'est vraiment super ce rapport. Ouais, franchement, moi je conseille à tout le monde de le lire. Je vous conseille la partie recommandations justement sur le futur en fait. Donc eux, ils l'articulent de manière très intelligente, je trouve. Il y a 3 thèmes, il me semble. Voilà, c'est d'abord agir sur les mentalités. Donc directement sur les personnes, et donc ça regroupe ce qu'on a dit tout à l'heure, de dégenrer les jouets destinés aux enfants dès la naissance, de garantir la tenue des enseignements obligatoires à la sexualité et à la vie affective. On dirait que c'est toi qui l'as écrit, Nora. J'ai une idée cachée, les gars. Voilà, de lutter contre les stéréotypes sexistes, d'avoir un plan national d'orientation professionnelle des collèges, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette dichotomie qui se fait au moment de l'orientation professionnelle, où on va orienter les jeunes femmes vers des métiers moins rémunérés ou moins techniques, moins numériques peut-être. Les métiers de femmes, les métiers du tiers, on parlait de ça, les métiers du soin. Donc ça, il y a un énorme travail à faire là-dessus, bien sûr. Agir sur les mentalités, d'abord sur les personnes, ensuite sur leur environnement. Tout un travail à faire sur l'univers médiatique et numérique. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de cyberharcèlement ou autre, ou de représentation, tout simplement, dans les médias, les films, etc. Je vois que l'épisode, il dure 2h30. C'est ça. Mais peut-être qu'il faudrait... On reviendra. Donc les trois thèmes qui sont... Oui, donc agir sur les mentalités, agir sur les effets. Et donc là, ça va être plus sur l'onglet protection pour les femmes, donc renforcer la lutte contre les violences sexuelles en milieu scolaire, parce qu'il y a toute cette phase harcèlement, cyberharcèlement, violence en ligne, etc. Renforcer la lutte politique contre la lutte en politique, avec dans l'idée créer une instance indépendante dédiée à la question du respect de l'éthique en politique pour lutter contre les violences sexuelles. Proposer
également davantage de célérité pour toute entreprise ou institution qui ne mettrait pas en place de dispositifs efficaces, parce que il est bon de rappeler quand même qu'il y a une obligation de moyens, c'est-à-dire que les entreprises sont censées garantir la santé et la sécurité de leurs employés. Il n'y a pas une obligation de résultat, et la différence est là. Et puis après, ça va être sur les pouvoirs publics, bien sûr, avoir quelque chose de plus performant, vraiment formé de manière obligatoire et continue aux mécanismes de violence sexiste et sexuelle, toutes les personnes qui vont être au contact de victimes, tout simplement. Et puis des moyens financiers, bien sûr, on a déjà parlé, on en reparlera toujours. C'est le nerf de la guerre là aussi, il y a besoin d'argent pour mettre tout ça en place. On peut terminer par un accompagnement médical psychologique gratuit aussi, ce serait bien. Parce que là, c'est très politique et très à grande échelle. Bien sûr. À petite échelle, en fait, il y a soutenir les collectifs près de chez vous, qui militent pour ça, les collectifs, les assos et tout, notamment... on parle du planning familial qui est quand même très connu, etc. Mais en fait, le planning familial, ils vivent de subventions. Et les subventions, elles sont là de moins en moins. Et le jour où elles sont plus là, il n'y a plus de planning familial. Parce qu'il y a des salariés, parce que c'est des médecins, etc. Donc donnez des sous aux associations, aux collectifs militants proches de chez vous. Pour beaucoup, c'est déductible des impôts. C'est pas le cas chez nous tout trône, mais vous pouvez quand même nous faire un don. Non, mais après, ça dépend de quoi vous avez envie, etc. Mais voilà, je pense au planning familial, parce que c'est très concret, parce qu'ils font aussi... Ils font de la lutte militante, mais ils font aussi des trucs de violence, etc. Mais il y a plein de structures qui font ça. Et vous pouvez aussi vous engager dans des collectifs, vous déconstruire, accepter en fait d'entendre la critique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des formations sur le site noutout.org qui, même si on se pense déconstruites, elles sont pas mal. Il y a des trucs à apprendre, etc. On peut toujours aller plus loin. Oui, aussi, il y a des formations de violence sexuelle, culture du viol, il y a sur les discriminations transphobes, etc. Donc il y a plein de choses comme ça. Et puis... oui, il y a la question de l'entourage dont on parlait tout à l'heure, et puis la culture. Allez voir des films réalisés par des femmes, écouter des podcasts qui parlent de ça aussi, écouter de la musique qui est écrite par des femmes. Il y a aussi des femmes qui parlent de violences sexistes et sexuelles en musique. Il y a la chanteuse Mathilde, par exemple, qui est très connue pour ça. Et Isadora aussi. Ouais, en fait, c'est aussi lutter sur du quotidien, sur passer vos trucs en inclusif, en fait. Tu fais un passe Insta, mais en inclusif si ça concerne des hommes et des femmes. Ouais. C'est des trucs minimes qui coûtent rien. Ouais, c'est vrai, c'est à tout niveau, en fait. Et c'est à tout niveau, il y a un truc qui est possible de faire, qui est facile, qui coûte pas d'argent. Alors ça coûtera toujours du temps, mais de mettre... Et mettre en inclusif, c'est pas forcément mettre un point mi-temps, c'est juste les étudiants, les étudiantes. Hein. Mais ça permet de visibiliser et de mettre... et de changer petit à petit les états d'esprit. Changer ses habitudes, puis de mettre en place, quoi. Voilà ce que je peux conseiller sur des petits trucs quotidiens. Laisser la parole aux femmes, en fait, justement pour faire ça. Ouais. Laisser la parole aux femmes pour écrire des livres, des films ou des articles, en fait. Si une femme te dit je me fais tout le temps dans la rue, c'est chiant, faut la croire. Et si et ça c'est la question quand t'es un homme et que c'est une femme, mais si une personne trans te raconte un vécu, ou si une personne noire, ou si une personne voilée te raconte un vécu, tu peux pas le contredire. Si t'es pas concerné, tu peux pas le contredire. Oui, bien sûr. Tu peux pas. C'est à propos de cette personne-là et qui dit moi ça me saoule, je trouve pas de travail parce que je suis voilée, ou alors je suis discriminée parce que je suis voilée. Et bah oui, en fait, faut la croire. Faut la croire parce qu'elle sait ce qu'elle vit. Et nous, en tant que femmes cis blanches, je crois, toutes les deux, il y a plein de discriminations desquelles on n'est pas victime et on est privilégié sur certains points. Et bah du coup, c'est aussi à nous d'entendre la parole des autres et de leur permettre de prendre la parole et pas de le faire à leur place. Oui. Tout à fait. Ça, c'est important de ne pas prendre la parole à la place des autres. Merci beaucoup. Merci Nora, merci Louise. On peut finir avec juste si jamais vous êtes victime de violence, il y a des numéros d'urgence, il y a des procédures, si jamais il y a des complications au sein du foyer ou autre. Toutes les infos elles sont disponibles sur le site Nous Toutes. Alors déjà le 3919, Violence Femmes Info, qui est un numéro national, appel anonyme et gratuit 24h sur 24, 7 jours sur 7. Okay. Les délais peuvent être un peu longs, mais déjà c'est 3919 à retenir.
Sinon, si vous êtes dans le Rhône, nous on a des numéros d'urgence spécifiques dans le Rhône et des associations d'urgence. Alors chez nous toutes, on fait pas du tout d'accueil de témoignages et de violences. Les seuls témoignages qu'on reçoit, c'est pour le podcast, qui sont très ciblés, mais sinon on fait pas du tout d'accueil de témoignages et de récits de violence. Pour autant, on en reçoit quand même, et dans ces cas-là, on renvoie avec les numéros d'urgence aux structures. Donc à Lyon, vous avez le planning familial, le CIDFF, Centre d'information sur le droit des femmes et les familles, et ça, les CIDFF, il y en a plusieurs, hein. Et Vifil, qui est sur les violences intrafamiliales. D'accord. Et qui peut faire de l'accueil d'urgence. Okay. Voilà, carrément, j'avais pas cette info. Et il y a le chat Comment on s'aime. D'accord. Voilà, Okay. Qui existe aussi, c'est pour les gens qui sont pas à l'aise au téléphone, ce qui est tout à fait compréhensible. En tout cas, pour vous faire aider, parlez-en à quelqu'un. Merci beaucoup. On se reverra sûrement pour reparler d'autres sujets. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour conclure, j'aimerais préciser quelques informations. Concernant l'année 2023, Nous Toutes a comptabilisé 134 féminicides contre 94 pour le comptage de l'État. Le ministre, Éric Dupond-Moretti, annonçait début janvier. Nous savons que lutter contre ce fléau prend du temps. C'est ce que l'on doit conclure de l'expérience espagnole qui nous montre qu'il a bien fallu 6 à 7 ans d'un plan d'envergure avant de pouvoir voir les chiffres baisser drastiquement. Enfin, Nora parle du reportage We Are Coming et de la grève féministe qui a eu un fort impact. Celle-ci a eu lieu en Islande le 24 octobre 1975. 90% des Islandaises ont cessé toute activité pour défendre leurs droits. Une journée sans femmes. Cette mobilisation, très suivie, a eu un impact énorme sur la politique et sur la société islandaise, notamment sur leur prise de conscience des inégalités de genre. Vous retrouverez toutes les informations de cet épisode dans les notes. Si vous souhaitez réagir à cet épisode, vous pouvez m'envoyer vos questions ou commentaires via Instagram sur mon compte Ah oui d'accord podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Merci et à bientôt pour un prochain épisode.